Et on a souhaité, avec le comité d'organisation, faire intervenir aussi un autre acteur qui est très souvent présent dès qu'on parle de la Grande Guerre, et pour cause, puisqu'il tire son origine de la Grande Guerre même. Et on pense là aux collections des Frères Leblanc, on pense au musée de la guerre, évidemment, créé en collectant des archives contemporaines du conflit et en créant ensuite cette institution au sortir même de la Grande Guerre, qui aujourd'hui se répartit entre Nanterre et les Invalides, et avec laquelle on travaille énormément, à la fois université, établissement culturel, notamment dans le cadre d'un LABEX qui s'est créé depuis maintenant quelques années, le LABEX Les Passés dans le Présent, et qui fait intervenir énormément la bibliothèque de documentation internationale contemporaine sur toutes les questions effectivement de patrimonialisation des conflits précisément et de construction de la mémoire des guerres. Donc c'était d'autant plus important aujourd'hui, comme c'est vraiment l'axe de notre colloque, de pouvoir évoquer aussi en quoi est-ce que la bibliothèque de documentation internationale contemporaine, inscrite dans un panorama universitaire à Nanterre, peut proposer des développements pédagogiques à l'attention des jeunes générations pour transmettre à la fois du patrimoine, mais une façon aussi d'interroger l'histoire et la Grande Guerre. Voilà, je ne dirai pas plus, je laisse la parole. Merci pour cette introduction parfaite qui va me permettre de gagner quelques minutes précieuses. Alors, une première, j'espère pas des illusions très grandes pour vous. L'intitulé annonce et promet des développements pédagogiques sur la question de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne pendant la Grande Guerre. À l'heure actuelle, il n'y a pas de projet pédagogique spécifique, qu'il s'agisse des publics scolaires ou des publics étudiants, qui ait été fait sur cette thématique-là. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. En revanche, l'objectif de mon intervention, c'est à partir des collections, de quelques exemples issus des collections. Alors j'élargirai un peu le propos parce qu'il faut replacer les collections de photographie, me semble-t-il, dans un périmètre plus large, de vous donner quelques pistes, quelques entrées possibles qui pourraient donner lieu à des développements pédagogiques ultérieurs, puisque parmi les missions d'un établissement comme le nôtre, comme le musée de la Grande Guerre à Meaux, c'est bien sûr l'accueil de classes. Alors nous, c'est collège, lycée, hein, les classes primaires, on ne fait pas trop pour le moment, et les publics évidemment étudiants à l'université dans différents contextes de cours et de formation. Le programme annonçait musée. À l'affiche, vous voyez bibliothèque de documentation internationale contemporaine. C'est une première difficulté dans l'appréhension de l'identité de cet établissement, puisque, comme on vous le disait à l'instant, cette bibliothèque est en fait à la fois un musée, un centre d'archives et une bibliothèque. Situé sur deux sites, comme c'est évoqué à l'instant. Le site principal est à Nanterre, donc que certains d'entre vous connaissent, comme on l'évoquait à l'instant. Donc c'est là qu'il y a la salle de lecture et que sont conservées les collections imprimées, livres, presse, les collections d'archives très riches, les collections audiovisuelles ou les collections électroniques. C'est là que sont accueillis aussi nos lecteurs, puisque c'est une bibliothèque publique ouverte à tout type de lecteurs. On a à peu près un cinquième de lecteurs non universitaires, et le reste, c'est du lectorat universitaire, étudiant et enseignant-chercheur, puisqu'elle est située sur un campus. Le deuxième site, c'est l'Hôtel National des Invalides, là qui concerne donc les collections photographiques qui feront l'objet du cœur de mon intervention, puisque l'Hôtel des Invalides, il est plus connu pour le musée de l'armée, hein, que vous avez évoqué hier. Il est plus connu pour le tombeau de Napoléon, mais dans une toute petite partie du bâtiment sont encore hébergées, pour quelques années, les collections iconographiques de la bibliothèque. Tableaux, dessins, cartes postales et photographies. C'est là aussi qu'ont lieu nos expositions. Alors, là c'est un petit peu une typologie documentaire et quelques chiffres. Les chiffres, ça ne dit jamais grand-chose, mais ça permet de resituer les fonds photographiques par rapport à l'ensemble des collections. Vous voyez au total 4,5 millions de documents. Bon, on se rend compte que là, évidemment, c'est assez considérable. Sur ces 4,5 millions de documents, 1 million, alors je dirais environ et prudemment, hein, de photographies. Mais vous voyez que la part des collections iconographiques, elle est loin d'être négligeable. Et c'est l'intérêt de cette institution que de pouvoir, sur un sujet donné, faire entrer en relation des documents de tout type, sans hiérarchisation d'ailleurs, entre d'une part le patrimoine écrit, imprimé, celui auquel on s'attend à trouver en bibliothèque, le patrimoine manuscrit qu'on associe plus fréquemment au centre d'archives, et puis les collections iconographiques qu'on associe plus volontiers au musée. Alors, bien sûr, on l'évoquait en introduction, l'origine de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine, c'est bien la Grande Guerre, puisque au départ c'est une collection privée, devenue publique dès la période de la guerre, on ne va pas y revenir ici. Ce
Ce qui est intéressant, la conséquence pour nous, c'est que c'est l'une des collections françaises, sinon la collection française la plus riche sur la Première Guerre mondiale, et donc sur des thématiques comme celle qui vous intéresse à l'occasion de ce colloque, celle, pour aller vite, celle de la question des troupes coloniales originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, pendant la période de la Grande Guerre. Alors, avant de me centrer sur les fonds photographiques, et en particulier un fonds qui peut donner lieu à des exploitations pédagogiques particulièrement intéressantes, je vais replacer les collections photographiques, je vous le disais à l'instant, dans les collections au sens large de la bibliothèque, puisqu'on a tous les supports dans cette bibliothèque. Si on s'intéresse un petit peu au type de documents que la bibliothèque conserve sur la question des troupes coloniales pendant la Grande Guerre, on va évidemment trouver du patrimoine imprimé. Alors, je n'ai pas le temps de l'évoquer ici, mais c'est juste une brève parenthèse. Les collections de la bibliothèque ne s'arrêtent pas à la Grande Guerre. Donc, si on reste sur le périmètre Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, certains d'entre vous les connaissent aussi, ces collections-là. L'histoire de ces zones géographiques-là dans les collections de la BDIC se prolonge au-delà. Puisque, comme son nom l'indique, c'est une bibliothèque sur l'histoire des mondes contemporains, sur le long XXe siècle et le temps présent. Donc, si je prends par exemple un seul cas, l'Algérie, là, vous trouvez une des collections françaises les plus riches sur notamment la période de la guerre d'Algérie et même la période post-indépendance, donc jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt, plus modestement, jusqu'aux années 90, parce que la période très contemporaine, c'est un peu plus compliqué pour vous. Mais donc, vous avez un périmètre thématique très large. Si je reviens à nos troupes coloniales pendant la Grande Guerre, on l'évoquait en début d'après-midi à la figure du tirailleur sénégalais ou du Spahis marocain. C'est deux des figures qu'on retrouve très fréquemment dans les documents qui évoquent les troupes coloniales pendant cette période. Là, j'ai sorti un document, donc on est la seule bibliothèque ou collection publique à le conserver aujourd'hui. Il s'agit d'un journal de tranchée. Ça, je l'ai pris volontairement parce que c'est un type de document très fréquemment utilisé par les enseignants du secondaire qui viennent travailler à la BDIC avec leur classe de 3e, par exemple. Mais ils évoquent les journaux de tranchée de manière globale, des journaux de poilus, témoignages de la guerre, pas spécifiquement sur la question des troupes coloniales. Or, on conserve deux titres sur des journaux de tranchée en lien avec des troupes coloniales, et qui posent des tas de questions d'ailleurs d'interprétation et de lecture. Donc celui-ci, qui est, comme vous le voyez, l'organe du 44e bataillon de tirailleurs sénégalais, qui est paru en 1916-1917, donc beaucoup de ces publications, ce sont des publications qui paraissent irrégulièrement, qui ont des difficultés de parution, qui s'interrompent parce que le rédacteur est blessé gravement ou tué au front. Là, je vous ai mis une du numéro 4, qui est du début de l'année 1917. C'est intéressant parce que ce périodique-là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut se rendre compte déjà que pour un journal de tranchée, c'est un journal qui a des moyens, parce que c'est un journal imprimé. Alors que vous avez beaucoup de journaux de tranchée qui sont des journaux manuscrits, renéotypés, au stencil, enfin l'ancêtre du stencil, donc tirés à peu d'exemplaires. Donc s'il est imprimé, ça veut dire qu'il y a des moyens financiers qui sont dégagés par le personnel d'encadrement derrière. Et donc c'est moins la parole, évidemment, du tirailleur sénégalais lui-même que la parole des officiers qui encadrent ces tirailleurs sénégalais. Et on voit ici, c'est aussi une publication qui est avec une majorité de textes, alors que vous avez beaucoup de journaux de tranchée qui sont illustrés, très illustrés, c'est pour ça aussi que les enseignants les utilisaient. Ici, vous avez une seule illustration en plus du bandeau supérieur, c'est la silhouette d'un sergent, et la légende elle-même est intéressante puisqu'elle rend hommage au courage, à la valeur, à l'attachement que suscite ce sergent au sein du bataillon. Un autre exemple de publication imprimée, là on est juste après la guerre, et donc on est sur l'histoire et la mémoire qui est déjà en train de se construire dans l'immédiat après-guerre autour de ces troupes coloniales. Un exemple de document, donc là c'est un historique de régiment. On a là aussi une des collections les plus riches d'historiques de régiment. C'est aussi une source qui est très utilisée, non seulement par mes enseignants, mais aussi par le grand public. Je pense notamment aux généalogistes qui travaillent sur la famille, le grand-père, l'arrière-grand-père qui a été poilu. Et là évidemment j'en ai sorti un en lien avec un régiment mixte de zouaves tirailleurs qui a été constitué en 1915 à partir d'unités de troupes coloniales qui existaient antérieurement à la guerre. Et là, on retrouve des éléments sur lesquels on va pas insister, mais auxquels on faisait allusion en début d'après-midi, les éléments qui caractérisent très fortement l'uniforme des troupes coloniales, là, puisqu'il est désigné par le régiment en fourragère rouge. Un dernier exemple de publication imprimée avant de me centrer sur les collections iconographiques, là aussi 1919. Alors là, c'est un texte d'Alphonse Séché, qui est un écrivain, un homme de théâtre, un journaliste, et il écrit ce texte en 1919, donc il fleure bon son attachement à l'empire colonial.
Il le dédie au rédacteur d'un autre journal qui défend l'Empire colonial très fermement. Vous voyez qu'il y a une préface du général Mangin, et le titre complet qui apparaît donc sur la page vis-à-vis de gauche, c'est les Noirs d'après des documents officiels, et il y a la liste des lieux sur lesquels étaient particulièrement présents les troupes coloniales, notamment les tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre. Alors, on ne rentre pas dans le détail, mais ça rentre dans toute une série de publications, de construction d'un hommage, d'une héroïsation à des tirailleurs sénégalais ou des troupes coloniales qui interviennent durant la guerre elle-même et par la suite. Alors, les collections iconographiques, elles ne se limitent pas aux photographies. Alors, pour sortir un peu de l'image un petit peu stéréotypée du tirailleur sénégalais ou du spahis marocain, dont on verra un exemple à l'instant, un des deux très beaux portraits qu'on conserve de Louis Charlot, qui est un peintre qui en 1917, on en conserve deux dans la BDIC, a fait deux portraits de soldats sénégalais donc stationnés en Alsace, dont celui-ci que je vous présente là. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une représentation stéréotypée du soldat issu venant d'Afrique. Évidemment, on reconnaît tout de suite à ses insignes qu'il appartient au truc colonial, il est noir, mais ce que l'on met en avant, c'est son statut de poilu comme les autres, avec le barda et en arrière-plan, évidemment, le paysage alsacien, et sous-entendu le contraste culturel et climatique entre sa région d'origine et l'expérience qu'il fait de la guerre en Alsace. Alors, pour les photographies que vous allez voir et que je vais prendre un exemple, elles vont souvent ressembler à celle-là. Vous voyez qu'on est sur un album photographique, donc un tirage photographique qui est monté sur album. Là, j'ai pris une photographie, alors je ne sais pas si vous voyez bien la légende, mais la photographie, elle est intéressante parce que c'est une mise en abîme de la représentation des troupes coloniales pendant la guerre. Le personnage qui est assis, c'est un peintre, illustrateur, George Scott, très prolixe, qui a couvert les guerres des Balkans avant la Première Guerre mondiale, qui vit des illustrations qu'il vend à des journaux, notamment comme l'illustration, comme son nom l'indique, qui donnait beaucoup de place au dessin, mais son vrai métier, celui qu'il considère comme son vrai métier, c'est celui de peintre. Et pendant la guerre, évidemment, il va faire des représentations de la guerre, alors des représentations qui rentrent dans le cadre de la propagande de guerre, mais il va aussi aller près des lignes du front, comme c'est le cas ici, pour faire des représentations alors censées être plus authentiques, plus réalistes. Et ici, vous avez un spahi qui pose devant lui. La légende près de Coudun, juin 1916, c'est dans l'Oise, 2e régiment de spahi, le peintre George Scott faisant le portrait d'un spahi. Et donc, vous avez le spahi en pied. Et qu'est-ce qu'on voit? Et le photographe l'a pris de manière volontaire sous cet angle-là. On voit que sur le tableau, le spahi il est à cheval. Parce qu'en fait, George Scott, et ça ne choque pas du tout le photographe, George Scott, il fait la représentation folklorique, imaginaire du spahi. Le spahi, c'est le cavalier, le brave cavalier marocain. La tenue non plus, sur le tableau, n'est pas la tenue que porte le soldat qui pose face à lui. Donc on peut imaginer qu'il fait poser le soldat devant lui pour s'inspirer par exemple de son visage. Mais le tableau qu'il va présenter ensuite comme une représentation authentique des troupes coloniales au front est une construction, donc on le voit à travers la photographie. Ce qui ne veut pas dire que les photographies ne soient pas construites et ne fassent pas l'objet non plus de construction. On va en voir des exemples un peu plus loin. Alors je ne vais pas insister, mais les dispositifs pédagogiques de la BDIC autour de ces collections, elles peuvent prendre différentes formes. Pour résumer, donc ça s'adresse à des publics scolaires ou des publics étudiants. C'est des séances qui peuvent être constituées, et ça change beaucoup, le numérique change beaucoup de choses. Ça peut être des séances qui peuvent être construites à partir des originaux eux-mêmes. C'est le cas par exemple des séances qu'on a pu faire sur les journaux tranchés. C'est souvent aussi le cas à partir de collections numérisées, et c'est le cas pour les photographies. Parce que les photographies posent des problèmes de manipulation, que nos collections sont sur 2 sites distants, donc ça veut dire faire venir les collections en interne, et ça pose une série de problèmes. Donc en général, le travail sur les collections photographiques, il se fait via les collections numérisées. Alors, je vous disais en introduction que nous n'avons pas consacré de projet pédagogique à la question spécifique des collections photographiques que nous conservons autour des troupes coloniales. Cependant, dans un outil que l'on a développé pour... l'objectif de départ était de s'adresser aux enseignants et aux élèves du secondaire, collège et lycée. C'est un outil qu'on a développé avec le Conseil général des Hauts-de-Seine en 2013, qui avait pour objectif de faciliter par les enseignants et leurs élèves l'appropriation de nos collections numérisées. Parce que nos outils de mise en ligne des collections, je vous donnerai les références tout à l'heure, l'outil que l'on avait précédemment n'était pas très facile de manipulation. Donc faute de mieux, on a fait ça en cartable numérique, qui est librement consultable en ligne,
Et donc l'idée est bien de fournir aux enseignants et aux élèves des corpus de documents qui permettent de sortir un petit peu des documents qu'on trouve toujours dans les manuels d'histoire et de varier les supports pédagogiques. Parmi les dossiers que l'on a fait, la majorité des dossiers sont des constructions, donc dans le cadre de formation, avec des étudiants en histoire de l'université de Nanterre. Donc ils sont encadrés à la fois par le personnel de la bibliothèque dans laquelle je travaille et par des enseignants du département d'histoire. Et parmi les sujets sur lesquels on les avait fait travailler, l'année dernière, on avait confié à un groupe un sujet « Images des troupes coloniales pendant la Grande Guerre ». Donc il s'agissait volontairement, je n'avais pas limité aux collections photographiques, même si les étudiantes se sont beaucoup appuyées sur les collections photographiques. Elles ont, à partir de la bibliothèque numérique de la bibliothèque, donc l'outil en ligne dans lequel figure l'ensemble de nos collections numérisées, elles ont butiné un petit peu les documents qui leur semblaient les plus pertinents. Évidemment, on les a un peu guidés. Et ensuite, elles ont construit les légendes autour de ces documents et elles sont allées jusqu'au travail de mise en ligne. Donc en général, bon, vous regarderez là évidemment, comme je n'ai pas l'accès à Internet, c'est une présentation un peu statique, mais vous avez en général une petite introduction qui est très légère. Il ne s'agit pas pour nous de se substituer à la contextualisation que l'enseignant fera beaucoup mieux que nous. Par contre, l'effort se centre sur la galerie d'images proposées. Alors juste quelques exemples avant de se recentrer spécifiquement sur les photographies. Là vous avez un exemple de dessin humoristique d'Édouard Calvo. Il en a fait toute une série. Alors on connaît mal d'ailleurs le circuit de diffusion de ce type de dessin. C'était à la fois des dessins qui paraissaient dans la presse mais qui pouvaient être diffusés aussi sous forme de carte postale par exemple. Mais là par exemple sur celui-là je ne sais pas si ça a été le cas ou pas. Donc sur la figure du tirailleur là aussi et la construction de l'imaginaire autour de la figure coloniale. Et là la légende, c'est la légende qui a été faite par les élèves. Donc il y a les éléments qui caractérisent et ils jouent sur le contraste entre les deux personnages, l'infirmière blonde en blanc, le soldat noir habillé d'une tenue traditionnelle colorée, au trait et à la taille, volontairement exagérée, bouche humaine. Alors c'est des légendes très succinctes, mais déjà ça pose un bon questionnement sur la lecture de l'image qui est présentée. Ça c'est un tableau où là qui se centre plutôt alors, sur la vie quotidienne des troupes coloniales, puisque c'est la préparation de leur repas. Ici, on retrouve le même type de photographie que tout à l'heure, sur album. C'est la photographie de tout à l'heure avec la légende qu'ont créée donc les étudiantes. Alors c'était une photographie qui les avait un petit peu, qui les avait interpellées. Et la légende qu'elles ont proposée, un soldat appartenant au 2e régiment de Spaly, stationné dans le secteur de Coudun, pose pour le peintre et dessinateur Georges Comte, qui le représente à cheval, conformément à la représentation traditionnelle de ses unités de cavalerie. Bon, elle ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, mais là aussi elle pose la question centrale de la photographie. Alors, une autre photographie qu'elles avaient sélectionnée, qui relève là plutôt de... Alors, dans leur légende, il y a une prétention quasi ethnographique, je cite entre guillemets. En effet, les photographes, et on va voir qui sont les photographes qui se cachent derrière ces albums, s'intéressent non seulement à la vie quotidienne des troupes coloniales, comme ils pourraient s'intéresser à la vie quotidienne des soldats en général, dans les tranchées ou autres, mais ils s'intéressent aussi à ce qui fait la spécificité, les particularismes culturels de ces troupes coloniales, parce que c'est l'une aussi des occasions où poilus de la France métropolitaine, même si on ne l'appelle pas comme ça, côtoient donc des soldats qui viennent pour eux de terres étrangères qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça peut être des représentations comme ici, où là on est à la limite entre ethnographie et aussi projection sur ces populations de stéréotypes, puisque là la légende indique 2 types de Spaly. Alors, les photographies que vous avez vues à l'instant, qui sont montées sur les albums, elles appartiennent toutes au même fond, que l'on dénomme improprement les albums valois, et sur lequel je vais insister un tout petit peu, parce qu'il me semble que dans les fonds photographiques de la BDIC sur la Première Guerre mondiale, on a aussi des albums photographiques de soldats, alors pas des soldats issus des troupes coloniales. C'est le fonds qui peut donner lieu le plus facilement à des développements pédagogiques, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un fonds homogène, c'est le fonds de la section photographique des armées, qui a été créé en 1915, qui a fonctionné jusqu'en 1919 et qui a été créé par le ministère des Armées et le ministère de l'Instruction publique avec l'objectif d'envoyer sur le front des photographes officiels missionnés pour rendre compte de la guerre. Alors évidemment, il y avait des objectifs qui se conjuguaient, qui pouvaient parfois être antinomiques. Il s'agissait de construire un discours maîtrisé et de propagande sur les images arrivant du front, et de contrecarrer un peu les images qui arrivaient directement de la part des soldats, parce que vous avez de nombreux soldats qui sont partis au front avec leur appareil photographique. On avait déjà à l'époque des appareils photographiques miniaturisés et qui vendaient parfois leurs photographies à des journaux. Donc toute la question, là, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais de la censure du contrôle des images ou pas pendant la Grande Guerre, c'est une question complexe. Alors l'intérêt de ce fonds photographique aussi, vous l'avez vu sur les exemples, c'est que ce fonds photographique, il est légendé.
On est dans le cadre de photographes qui sont des militaires. Les photographies, donc il y a des plaques de verre qui sont utilisées sur le front. Les tirages papier sont faits tout de suite à Paris et les images sont montées sur onglet. Et vous avez toujours au minimum la date, le lieu, comme c'est le cas ici, le titre. Bon là, le titre est très succinct en sénégalais. Et tout en haut, vous avez la référence à l'auteur. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un nom, le colonel Legendre. La plupart du temps, c'est un simple numéro qui est la référence du photographe, dont on pourrait trouver l'identité en se référant aux archives conservées aujourd'hui à l'ECPAD. Un autre atout de ces collections, c'est qu'elles sont entièrement numérisées et disponibles en ligne. Elles sont structurées en albums qui sont organisés de manière géographique, par département. Donc il y a des albums sur Paris, il y a des albums sur des zones géographiques. Donc par exemple, si on s'intéresse à la question des troupes coloniales, il va falloir croiser différents albums, parce qu'il ne va pas y avoir d'album spécifiquement sur les troupes coloniales. Je vais simplement en donner un exemple à l'instant. Alors là, on est dans le même album sur Coudun, toujours dans l'Oise. Et vous voyez, c'est la même série qu'on voyait les deux types de spahis. Là, vous avez ce qui est indiqué comme le café mort. Dans la même série, je n'en ai pas mise, il y a Méchoui, où vous avez toute une série de photographies, et ça intéressait beaucoup le photographe officiel, donc là, avant 1916. Mais vous avez aussi des photographies plus classiques. Là, vous avez un soldat issu des troupes coloniales, mais dans une tranchée, dans un secteur de village qui a été repris. Ici, et ça c'est un album spécifiquement dédié aux troupes coloniales, là aussi on y a fait une très rapide allusion en début d'après-midi au jardin colonial qui se trouve à Nogent-sur-Marne. Il y avait un hôpital colonial, et là il y a au moins un album dans les albums valois qui est entièrement dédié à la vie de cet hôpital. Et là c'est intéressant parce que ce ne sont pas des photographies qui ont été prises par les photographes officiels travaillant pour la SPA, ce sont des photographies qui ont été prises au sein de l'hôpital colonial. Il est indiqué en haut d'ailleurs dont de l'hôpital colonial à la SPA, parce que la section photographique des armées récupérait aussi des photographies ayant circulé par d'autres réseaux. On ne sait pas si c'est un des malades qui prenait des photographies, si c'est un des médecins ou des infirmières, ça on n'a pas d'éléments. Et ici vous voyez, là c'est une scène de pause collective avec les différents blessés, donc en 1915. Mais on a toute une série qui est très intéressante, y compris sur par exemple les pratiques cultuelles. Il y a des choses sur la mosquée. Alors là, c'est le cimetière musulman de Bayeux. Ce sont des aspects auxquels s'intéressent aussi les photographes de la SPA. Ici, alors je passe vite, mais c'est un autre aspect évidemment de l'effort de guerre accompli par les troupes coloniales. Il y a non seulement les troupes qui sont sur les fronts, mais il y a aussi les soldats coloniaux qui travaillent à l'arrière. Et là, ce sont des ouvriers qui travaillent, des ouvriers tunisiens qui travaillent dans une poudrerie. Et là, la scène qui a été prise en photographie, c'est la scène d'inauguration justement d'une mosquée, avec le moufti au premier plan. Pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces documents, le PowerPoint évidemment, mais l'ensemble de ces documents, vous pouvez les retrouver en ligne à travers 2 sites internet. Là, c'est une capture d'écran de notre bibliothèque numérique qui permet de faire une recherche par mot, c'est-à-dire je cherche sénégalais par exemple, c'est ce que j'avais fait, j'ai une liste d'images, mais à partir d'une image donnée, je peux rebondir sur l'album dans lequel se situe l'image, pour replacer le contexte. Par exemple, là, je l'avais fait à partir d'une image d'un album de la Somme. J'ai à droite la liste des localités sur lesquelles des photographies ont été prises, et il n'y a que certaines localités, évidemment, qui concernent le stationnement de troupes coloniales. Donc, les adresses sont les suivantes. Alors, depuis la page d'accueil de notre site web, de toute façon, vous avez le lien, et vers le cartable numérique, pour le dossier images des troupes coloniales, et vers notre bibliothèque numérique, qui donne accès à l'ensemble de nos collections numérisées. Et mon contact si vous avez des questions. Merci beaucoup.